Il n'est pas normal qu'un pays francophone soit agressé par d'autres pays francophones. Il n'est pas normal qu'un pays comme le Mali, plus grand encore que la France, où on ne parle que français, parce que tout simplement, il y a eu d'abord des djihadistes qui veulent coûte que coûte abattre le Mali. Vous savez que ces djihadistes, ils n'ont ni foi, ni religion. Je suis musulman. Ils sont capables de me tuer. Et lutter contre ces djihadistes, ce n'est pas du tout une chose facile. Comment Macron, à ce moment-là, au lieu de dire je soutiens le Mali, il faut d'abord que le Mali soit sécurisé. Comment Macron peut se permettre de dire n'importe quoi si vous avez choisi son intervention, la manière dédaigneuse, inacceptable, incorrecte, quand il s'est adressé à la junte malienne, aucune diplomatie. Les missiles, les rafales médiatiques. Je le dis tout de suite, quand on a tué Kadhafi, pourquoi RFI n'est pas venu nous rejoindre pour dire mais il ne fallait pas tuer Kadhafi? Il fallait à la limite le mettre en prison comme on a fait avec Babo, et à ce moment, on le juge. Si la CPI n'avait pas été une juridiction sérieuse, Babo pouvait continuer à rester en prison aujourd'hui. Mais parce que tout ce que fait la France, il y a des fautes, il y a des erreurs. Et alors, on tue Kadhafi. Je n'ai pas vu mes confrères sortir dire voilà, ce n'est pas normal. Même quand on a déporté Babo à la CPI, c'était de la manière la plus inacceptable. Nous sommes debout comme l'espoir. Nous sommes debout comme la fierté. Nous sommes debout comme la vérité. Alors, mes chers amis, de quoi s'agit-il? Il faut mettre fin à l'embargo qui frappe le Mali. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et il n'y a pas de langue de bois. Quand les journalistes, que ce soit France 24, que ce soit RFI, et qui me disent, tant qu'on ne lève pas la sanction qui frappe RFI et France 24, on ne vient pas. Tant pis pour eux, qu'ils ne viennent pas. Donc, mes chers amis, c'est un combat de fond. Qu'on aime les militaires ou pas, ces militaires-là, pour le moment, sont là pour dire qu'il faut arrêter la mauvaise gouvernance. C'est ça la vérité. S'il y avait la bonne gouvernance, Ibeka serait là. Ibeka est tombé parce qu'il y avait la corruption. Des civils qui se comportent comme des colonialistes dans leur pays. Ils prennent tout. Pourquoi voulez-vous les garder? Je ne suis pas pour les coups d'État, mais si un coup d'État peut apporter la lumière, peut apporter l'espérance, peut apporter du sérieux, de l'efficacité, absolument je soutiens. Je vais passer quelques messages ici pour vous, mais également pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent au pays. Voilà. Premier message que je souhaite vous transmettre, je l'ai dit ce matin, l'île Saint-Denis, c'est une ville-monde, donc c'est 8000 habitants et 85 nationalités. Voilà, et dans ces 85 nationalités, la communauté malienne est très importante ici à l'île Saint-Denis. Et elle est très bien représentée dans notre équipe municipale à travers mon adjointe ici présente, Madame Madjoula Diaby Aïdara, et ma conseillère municipale, Madame Yuma Traoré-Bouaré, que vous connaissez également. Donc, les sujets du Mali, on les connaît. Voilà, on les connaît ici comme là-bas. Et je vais prendre un pas de côté et vous faire passer deux messages qui me semblent être importants. Le premier concerne avant tout ma génération et celle d'en dessous, c'est-à-dire vos enfants, la plupart d'entre vous, et concerne un enjeu entre la France et l'Afrique, et notamment les différentes générations. Mon message est assez simple, je vais prendre notre exemple. Donc, Madjoula, tu es franco-malienne, tu as une double nationalité. Je suis franco-sénégalais avec une double nationalité. Donc, en d'autres termes, nous sommes à la fois français et à la fois africains, pleinement, pas à moitié l'un, à moitié l'autre. Nous sommes pleinement français et pleinement africains. Voilà. Et donc, quand on dit ça, il faut vraiment se dire que la préoccupation de notre pays d'origine comme de notre pays actuel est la même et elle est importante.
Et aujourd'hui, il y a un enjeu très important pour nous, ici en France, c'est que nos générations se sentent pleinement en place et trouvent leur place dans ce pays, et également dans leur pays d'origine ou dans leur double nationalité. Et je pense que ça, c'est un enjeu très important que vous devez avoir collectivement en tête et que nous devons porter collectivement, parce qu'il s'agit de l'avenir de demain, et notamment des relations entre la France et l'Afrique, entre l'Europe et l'Afrique. Et je pense que l'un des vecteurs principaux ces prochaines années pour renouveler et échanger la relation entre la France et l'Afrique, ça va être cette génération et celle d'après. Majula en est un bon exemple, elle l'expliquera mieux que moi puisqu'elle fait beaucoup d'allers-retours et un lien très fort avec le Mali et ici en France. Et Yuma également. Et ce qui est en train de se jouer, c'est que je pense que pour faire en sorte que la France change ses relations avec l'Afrique et son positionnement avec l'Afrique, il faut que ça change déjà en France aussi, comme au Mali, et que nous avons aussi notre rôle à jouer dans ce changement de positionnement en tant qu'élus locaux ici en France, en expliquant qu'on ne peut plus fonctionner comme on le faisait auparavant, avec une relation descendante ou une relation hautaine, et qu'aujourd'hui il faut que on respecte chacun d'où il est, et surtout qu'on ne soit pas amnésique par rapport à l'histoire qui a fait qui a fait que nous sommes venus ici. Et il ne faut pas qu'on reproduise les erreurs du passé, où ce sont les gens qui sont les victimes collatérales des institutions, et il faut vraiment que ce soit nous qui prenons ces sujets par le bas, par les familles, par les personnes, par la société civile, les associations, les coopératives, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le premier message sur lequel je voulais vous sensibiliser. Et c'est peut-être là l'expérience de plus de 20 ans ici à l'île Saint-Denis. Nous sommes l'une des premières listes citoyennes de France. Voilà. Nous sommes détachés des partis depuis plus de 20 ans, avec cette idée qui est de dire ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt des gens, pas l'intérêt des partis. Voilà. Et je vous fais passer ce message parce que je pense que c'est un enjeu important dans les années à venir, dans les relations nationales comme internationales. Donc, je pense qu'on peut être fier d'avoir préservé cette société de liens, mais que cette société de liens, on a le devoir de la véhiculer et de ne pas tomber dans les travers que nous propose cette société de renfermement, de colère envers l'autre, de mépris envers l'autre. Et c'est un peu ce qu'on essaye d'incarner à l'île Saint-Denis. Et c'est pour cela qu'on est très fiers de vous accueillir et qu'on vous accueille avec respect, le respect qui doit être le vôtre, et honneur pour nous. Et donc du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que vous êtes chez vous, ici à l'île Saint-Denis, c'est votre terre aussi. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, Madame Malado va prendre la parole. Pourquoi? Parce que c'est grâce à elle que je suis là. Parce que je l'ai accompagnée à Bamako. Parce qu'elle a réuni des femmes, des hommes, des intellectuels, surtout les entrepreneurs. Et on a fait du très bon boulot. Aujourd'hui, la foire de Ségou est une nouvelle lumière. C'est une leçon. La foire de Ségou, ça va permettre aux gens de comprendre que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, le Mali est debout. Je salue d'abord Ségou. Je salue la région de Ségou. C'est un bel exemple. C'est-à-dire qu'au moment où c'est dur, vous osez venir en France, vous dites qu'il faut mettre fin à l'embargo, parce que si vous nous soutenez, nous allons faire encore mieux. Si les Français s'entendent avec les Maliens, on fera encore mieux sur le plan économique. Donc, Ségou, Ville Lumière, on te salue. Malgré la modeste de nos différentes positions, faisons de cette rencontre une occasion d'inspiration positive pour les différents dirigeants de nos pays. Je souhaite plein succès aux différents participants. Donc, je voulais parler du Mali. Quand je vois tout ce qui s'est passé, c'est choquant. Parce que quand je croise des belles familles, quand je croise des amis, ils nous disent « vous avez chassé les Français ». On ne peut pas chasser les Français. Nos enfants sont français.
On a des sœurs françaises ici. Nous ne sommes pas contre les Français, nous aimons les Français. Nous sommes contre la politique extérieure de la France. Nous combattons ça. Nous voulons un partenariat gagnant-gagnant. Ça fait quelques années, depuis 2012, je me rappelle les deuxièmes élections au Mali, quand Ibeka a été élu. Avant que la Cour constitutionnelle proclame les résultats, c'était Ibeka et Soumaïla Cissé, paix à son âme. L'ORTM était sorti pour dire que Soumaïla Cissé a gagné. Et qu'est-ce qui se passe? Après, c'est le président qui appelle pour féliciter Ibeka qui a gagné. Le peuple malien est tombé. Les gens ne savaient plus ce qui se passe. On nous dit, mais il y a deux présidents, l'ORTM dit que l'autre a gagné. Et finalement, qu'est-ce que les Maliens ont dit? Ils ont dit, ce que la France a dit, c'est ça. Nos enfants, même au Mali, nos sœurs, ils s'habillent en français. On dit, ah oui, les Français, ils s'habillent comme ça, tellement qu'on aime les Français. Mais qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? C'est triste. Et comme ça, les élections, à cause de ça, je suis dégoûté de la politique. Je supportais Soumaïla Cissé. Paix à son âme. Donc, ce qui se passe, quand l'armée malienne est rentrée au nord, et quand on a fait appel à l'armée française, ils sont venus nous sauver, ils sont venus nous soutenir. Ils ont perdu des enfants. Nous sommes des mamans. Si un Français meurt au Mali, tous les Mali pleurent. Il y a combien de Maliens qui sont morts aussi? On pleure tous les jours pour nos enfants et pour les enfants des Français. C'est des jeunes de 23 ans. On ne peut pas dire qu'on est insensible à ces problèmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand l'armée voulait rentrer au nord? La France a dit non. Le nord était devenu un lieu de drogue. Les touristes violaient les filles, nos sœurs, nos enfants. Tout ce qui s'est passé là-bas, c'est triste. Donc, l'armée malienne n'était pas présente. Donc, déjà, ça a été un choc pour les Maliens. Mais quand même, avec tout ça, on supportait. Avec tout ça, les Maliens supportaient. Ils aimaient la France, ils aiment toujours la France. Maintenant, nous, les mamans, même si on n'est pas très instruites, mais nos enfants ont fait les mêmes écoles que Poutine, que Macron. Nous sommes fiers de nos enfants. Elles sont élues aujourd'hui. Donc, ça ne peut plus être comme les mamans, comme nous, notre temps et le temps de notre maman. Le monde a changé. Il faut que la France comprenne ça. Et l'homme malien ne veut que du respect. Sortir à la télé, dire que je donne des ordres à la CEDEAO, j'appelle la CEDEAO. La politique, même moi, je ne suis pas politicienne. Mais il ne faut pas dire des choses directement à la télé. Donc nous, on appelle les médias aussi pour qu'ils parlent. Parce que les médias, c'est très important. Regarde la guerre de l'Ukraine là. Ça pouvait être évité. Aujourd'hui, qui est perdant? Ce n'est pas l'Europe. On n'arrive même pas à faire la cuisine avec l'huile. Donc il faut faire attention avant de rentrer dans une guerre. Il y a des choses qu'on peut éviter. Il y a des choses, quand on parle, l'homme malien, quand tu parles avec respect, il accepte tout. Mais dès que tu t'imposes, tu lui dis, tu lui traites de tous les noms, gente, quoi. Et c'est les Maliens, je vous jure, je ne suis ni près des Assimou, ni près des militaires. Mais je vous jure, c'est le peuple qui le suit aujourd'hui. Si tu veux tuer Assimou, tu vas tuer 1000 personnes au Mali. Je suis associative, apolitique. Mais aujourd'hui, je vous jure que j'ai dit ça en France. Il faut changer la politique. Nous, on veut un partenariat gagnant-gagnant. On vit en France ici. Nos enfants sont français. Nos belles familles sont françaises. Pourquoi on est contre la France? Je ne connais pas la Russie, moi. Je n'ai pas un parent qui est en Russie.
Aujourd'hui, c'est nos enfants qui sont là, qui sont élus. Donc la situation nous dérange. Regarde l'embargo qui est sur le Mali. Il y a combien de familles qui mangent 3 fois au Mali? La salle est témoin. En France, ici, on mange 3 fois, on mange même des entrées. Au Mali, on cherche un plat, 2 plats maintenant, à cause de l'embargo. Donc, il faut qu'ils enlèvent l'embargo sur les pauvres. L'embargo, là, ce n'est pas sur Assimi ni les militaires, c'est sur les pauvres Maliens. Donc, nous sommes là en tant que maman, en tant que mère, en tant que sœur, pour défendre notre pays, pour défendre le peuple malien. Le protocole additionnel de la CEDEAO qui a été adopté à Dakar en décembre 2001, il y a 20 ans, nulle part dans le protocole additionnel, il n'est écrit que la CEDEAO peut décréter un embargo formé de frontières, a fortiori obtenir de la Banque centrale la suspension des avoirs du Mali. Il n'est écrit nulle part. Et dans l'article numéro 45, qui prévoit les sanctions en cas de rupture de la démocratie par quelque procédé que ce soit, et en cas de violation massive des droits de l'homme et de la personne, la CEDEAO peut prononcer à l'encontre des pays concernés les sanctions suivantes. Et je lis avec votre permission. Le premier type de sanction, c'est le refus de soutenir les candidatures présentées par l'État membre concerné à des postes électifs dans des organisations internationales. Le deuxième point, c'est le refus de tenir toute réunion de la CEDEAO dans l'État membre concerné. Le troisième point, c'est la suspension de l'État concerné dans les instances de la CEDEAO. Pendant la suspension, l'État sanctionné est tenu au paiement de cotisations. Le troisième sanction, la CEDEAO continuera de suivre et encourager. Et enfin, la quatrième sanction, c'est sur proposition du Conseil de la médiation, il peut être décidé à un moment approprié de procéder comme il est dit à l'article 45. Donc, nulle part, il n'est prévu d'embargo sur un pays. Ce qui a été décidé par la CEDEAO est complètement illégal au regard même de ses propres textes et totalement incohérent. Maintenant, pour aller dans le sens de cette démonstration, la CEDEAO est différente de l'UEMOA. L'Union économique et monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest regroupe 8 pays qui ont en commun l'usage du franc CFA. Donc, la CEDEAO ne peut pas prendre des sanctions concernant l'usage du franc CFA par le Mali. Ce que les chefs d'État ont fait, c'est un bricolage, c'est une tricherie. Ils ont d'abord fait une réunion de l'UEMOA et la réunion de l'UEMOA a servi de prétexte pour que la CEDEAO endosse ce que l'UEMOA a décidé. Je ne sais pas si vous suivez la démonstration, c'est très clair que en réalité la CEDEAO ne peut pas dire que le Mali ne peut pas accéder à son argent au niveau de la BCEAO puisque la CEDEAO est différente de l'UEMOA. Ce qu'ils ont fait, ils ont demandé à l'UEMOA de prendre la décision et ils ont transféré la décision de l'UEMOA à la CEDEAO pour que la CEDEAO engage. Ce qui est totalement illégal. Troisième point de la démonstration qui prouve aujourd'hui cette volonté de passer en force, de faire n'importe quoi pour imposer cet embargo, c'est que la Cour de justice de l'UEMOA, qui est une cour de justice que les États doivent respecter, c'est l'État qui doit respecter les institutions judiciaires dans tout espace démocratique pour que le citoyen lui-même puisse créer pour accéder, pour que le citoyen puisse respecter les décisions de justice, il faut que les États eux-mêmes respectent. Et la Cour de justice de l'UEMOA a ordonné justement la suspension des sanctions contre le Mali, mais les autorités de la CEDEAO au sommet de mars à Accra se sont assis là-dessus. On dit bon, nous on ne bouge pas même si la décision a été décidée. Donc on peut voir à partir de ces arguments que tout ce qui a été décidé concernant l'embargo, la fermeture de frontières, etc., est totalement incohérent et totalement illégal au regard même des instruments, des textes de la CEDEAO elle-même. Quand Jean-Yves Le Drian parle du Mali, vous avez l'impression qu'il parle de la Corse. La façon dont il parle, même un sous-préfet de Corse, il ne peut pas s'adresser de cette façon lorsqu'il s'adresse aux officiels maliens. C'est-à-dire, l'outrance verbale qui sort quasiment du registre. Il y a un minimum de considération dans le registre diplomatique, de respect pour les gens, même quand on n'est pas d'accord.
En septembre 2020, suite au renversement d'Ibeka, avec des frères de différents pays d'Afrique installés en France, nous avons mobilisé tous nos pays, tous les pays d'Afrique. C'était le 9 septembre 2020 à la place de la République pour exprimer à la fois notre témoignage, notre sympathie et notre fierté de voir le peuple malien se prendre en charge. À l'époque et jusqu'à maintenant, nous estimons que ce peuple inspirant pouvait, s'il réussit sa transition démocratique et populaire et citoyenne, pouvait inspirer d'autres pays d'Afrique, puisqu'au fait, nous souffrons des mêmes maux et nous sommes dans le même contexte, et qu'un pays pouvait entraîner d'autres, effectivement, à se prendre en charge. Ça fait quand même 60 ans qu'on dresse ce tableau, 60 ans qu'on est en train de se plaindre. La question se pose maintenant de savoir avec quel instrument diplomatique, avec quel instrument juridique, avec quel instrument politique l'Afrique peut s'en sortir. Bien sûr, il y a le panafricanisme, mais le panafricanisme d'aujourd'hui ne se définit pas par la violence, puisque bon, certains pensent que par rapport à la violence que nous continuons à subir, il faut répondre par la violence. Il y en a d'autres qui pensent que, écoutez, nous disposons d'autres mécanismes diplomatiques, juridiques, politiques pour faire face. Et ça, je suis parmi ceux qui pensent que c'est tout à fait possible. Allez voir ce qui se passe. Ça a été dit, et il faut effectivement que nous, les Africains, nous qui sommes ici en Europe, en France particulièrement, et ceux qui sont en Afrique également, comment se fait-il qu'on a du mal à se regrouper pour dire que c'est inadmissible ce que la CEDEAO est en train de faire? C'est inadmissible. La CEDEAO est tout à fait tolérante lorsqu'on viole les constitutions, lorsqu'on accorde au troisième mandat à certains qui sont interdits par les constitutions, elle est exigeante, voire même à un comportement que je dirais criminel, lorsqu'un peuple demande préalablement à la tenue des élections qui est la sécurité. Puisque comment on peut tenir effectivement, comment on peut tenir des élections libres, démocratiques, transparentes, lorsque vous avez des djihadistes qui sont prêts à tuer et qui tuent tout le temps? Nous sommes parmi ceux qui pensent que préalablement à la tenue d'une élection, qui est tout à fait normale, il faut d'abord sécuriser le territoire malien. On ne peut pas organiser une élection sur un territoire qui est en guerre. Comment la CEDEAO peut sanctionner un peuple qui ne demande qu'une chose, la sécurité, qui est un droit fondamental, je dirais même supérieur à tout autre droit? C'est simple. C'est simple. Si la tenue d'une élection suffisait, mais Ibeka ne serait pas parti. Ibeka n'aurait pas été évacué comme ça, dégagé du pouvoir. C'est important les élections, c'est vrai. Mais la sécurité, elle est fondamentale. Et d'autant plus qu'il y a un problème de souveraineté. 2/3 du territoire malien n'est pas sécurisé. 2/3 du territoire malien. Mais les élections vont se tenir où alors? Seulement à Bamako? Seulement à Bamako? Bon, donc je pense, et puis en plus la CEDEAO donne le mauvais exemple, puisqu'il y a une juridiction qui ordonne à ce que les sanctions soient levées, la CEDEAO maintient ces sanctions. Bon, donc ça veut dire tout simplement que la CEDEAO est le mauvais exemple. Le Mali, c'est l'Afrique. Le Mali, c'est le Sénégal.
Sidiki, mon ami et frère, disait tout à l'heure, effectivement, quand on regarde la composition des populations, moi j'ai des origines maliennes, le Mali, c'est aussi l'Empire du Mali, ça s'étendait jusqu'au Sénégal, et ma région naturelle, la Casamance, était administrée aussi par l'Empire du Mali. Donc tout ça, c'est l'histoire. Donc aujourd'hui, c'est le Mali, en tout cas, qui fait face à un destin. Mais c'est normal, parce que de toute façon, je crois que le Mali a tout le temps joué un rôle extrêmement important. En tout cas, moi, c'est ma lecture, c'est mon analyse. Et ce rôle historique que le Mali a tout le temps joué, ben, l'histoire se répète. Aujourd'hui, c'est vrai, on est sous le joug du néocolonialisme avec ces sentiments aujourd'hui de panafricanisme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tantôt ceux qui prônent pour la violence pour exprimer face à des actes de violence, et tantôt ceux qui pensent qu'il faut quand même avoir des approches beaucoup plus intelligentes avec des outils qui existent. Moi, je partage effectivement cette approche-là de non-violence, parce que je pense que la violence ne règle rien du tout. Les hommes sont suffisamment intelligents s'ils veulent l'être, pour résoudre des problèmes, pour trouver des solutions aux défis qui les interpellent. Alors, le cas du Mali, ça va être un cas de leçon. Peut-être que c'est une porte ouverte pour l'Afrique, pour sa souveraineté, pour sa liberté. Mais il faut y aller avec intelligence. Alors, il faut saluer l'intelligence et le courage des autorités maliennes, parce que je crois qu'ils ont fait preuve de lucidité depuis le début de la crise. Ils ont fait preuve de constance dans leur position et ils sont restés sur ça. Et malgré toute la pression, ces autorités sont restées ouvertes pour le dialogue, pour la négociation. Alors la CEDEAO, c'est un instrument, c'est dit qu'il a dit. Moi, je fais partie de ceux qui croient. Je dis que bon, en Afrique, on nous a donné des outils qui, à la limite, ça ne nous appartient pas. C'est-à-dire, on nous donne des outils qui servent d'autres intérêts plutôt que les intérêts des Africains. C'est ça la réalité. Et donc, du coup, on va avoir un président de l'Union africaine, un président de la CEDEAO, même dans nos élections. Mais tout ça, c'est à revoir. C'est à revoir. Parce qu'en fait, on nous parle de démocratie, mais la démocratie, on s'interroge. Parce que nous, on vit ici en Europe. On voit un peu comment ça fonctionne. On voit comment les pays fonctionnent, la politique fonctionne. Et à partir de ces constats, de ces vécus, on s'interroge sur ce qui se passe sur le continent africain. Bon, en tout cas, moi je ne vais pas être pessimiste, je ne suis pas aussi de ceux qui restent dans le pessimisme, je suis très optimiste et je crois que le contexte mondial en ce moment avec la crise qui sévit en Ukraine, il faut espérer. Parce qu'il y a aujourd'hui, par A ou B, c'est-à-dire c'est obligé, on ne dit pas qu'on est en guerre mondiale, mais il y a une guerre mondiale qui s'est faite en ce moment, avec peut-être une approche qui est très différente des approches que nous avons connues lors de la Deuxième Guerre mondiale, Troisième Guerre mondiale, mais aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une guerre par procuration qui est en train de se dérouler et qui aujourd'hui impose à la communauté internationale de redéfinir, en tout cas, le mode de coopération, en tout cas de redéfinir les relations. C'est-à-dire les relations ne vont plus être les mêmes entre l'Europe et la Russie, les États-Unis, l'Afrique, parce qu'on a vu le comportement des Africains dans cette crise-là, ça dit long. On a vu le comportement des Asiatiques, ça dit long. Mais tout ça, c'est des indicateurs. Donc, la crise malienne, quelque part aussi, qui n'est pas une petite crise, c'est parce que ça se déroule en Afrique. Ça se déroule en Afrique où on est encore sous domination. Ça aurait pu se dérouler en Europe ou ailleurs, ça ne se passerait pas comme ça, parce que le Mali, quand même, c'est un grand pays. Ce n'est pas un petit pays. C'est un grand pays. Autant on parle aujourd'hui que l'Ukraine est le grenier du monde, mais autant le Mali nourrit une bonne partie de l'Europe, particulièrement la France, ça on le sait. À travers ses ressources minières, à travers tout ce qui se passe là-bas, à travers on exploite, on ne rend pas compte, on fait tout, personne ne dit rien du tout, mais nous le savons maintenant. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se jouer, il faut de la résistance. Cette résistance-là que les autorités maliennes et le peuple malien est en train, en tout cas, d'exprimer, il faut maintenir cette résistance-là. C'est à ce prix-là que je crois. La CEDEAO, par A ou B, sera obligée peut-être de céder, parce que ce n'est pas dans l'intérêt de la CEDEAO de maintenir l'embargo, parce que déjà au Sénégal, les gens souffrent de cet embargo. La Côte d'Ivoire également souffre, même si on fait semblant que c'est pas... Les peuples n'en veulent pas, donc ça veut dire qu'à un moment donné, les gouvernements seront obligés de bouger pour en tout cas respecter cette volonté populairement. Je crois que cette dynamique-là, il faut la maintenir et aussi maintenir cette pression, comme vous le faites ici, doyen, à travers ces rencontres-là. C'est une forme d'expression, de plaidoyer, mais qui aura ses effets. Donc il faut multiplier ça et qu'au niveau de la France, de la diaspora de façon générale africaine, qu'il y ait des voix beaucoup plus fortes
des actions plus fortes pour accentuer cette pression et amener effectivement la CEDEAO et l'Union africaine à reconsidérer leur position et à amener l'Union européenne aussi à reconsidérer sa position par rapport à l'Afrique. Ce n'est pas que par rapport au Mali, mais c'est par rapport à l'Afrique de façon générale. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu qui se défile à l'horizon, c'est qu'il faut qu'on redéfinisse le cadre de coopération que nous avons avec l'Occident et particulièrement avec la France. C'est ça l'enjeu. Beaucoup de paramètres qui rendent sans doute le problème complexe, mais tout ce que je sais, et je termine là-dessus, et ce à quoi nos amis et les membres de notre réseau seront sensibles, c'est qu'il y a peut-être des arguments qui ont été minimisés dans le débat actuellement sur le Mali. Vous avez apporté des éclairages, je vous en remercie. Évidemment, ma position de principe est quand même plutôt de raisonner en termes d'intérêt français, parce qu'il se trouve que je suis français, je ne suis pas russe, je ne suis pas ukrainien, et quand je juge, je termine là-dessus, quand je vois les répercussions de ce conflit en Afrique, et en retour dans les diasporas en France, je crois que nous ne sommes pas très nombreux, parmi les Européens, en tout cas, ou les Français européens, à avoir mesuré l'ampleur du phénomène. Il est récent, évidemment, puisqu'on ne peut le mesurer que depuis que les Russes sont entrés en Ukraine. Avant, il y avait un conflit, mais qui n'avait pas de répercussions particulières. Aujourd'hui, on voit bien, en Afrique, toutes les diplomaties africaines ont, je crois, à l'ONU, n'ont pas voté, n'ont pas condamné l'intrusion, l'invasion ou l'entrée des Russes en Ukraine. En tant qu'Africains, nous avons de sérieux problèmes. Et ces problèmes, nous sommes d'abord les responsables. Nous devons accepter d'être responsables. Après 61 ans d'indépendance, nous sommes toujours dans la position d'être victimes. Or que on n'essaye même pas de se poser la question pourquoi nous sommes dans cette situation, pourquoi nous allons dans tel sens, pourquoi nous faisons telle politique. Et si je dois expliquer, me faire comprendre, c'est d'abord faire comprendre que l'Afrique, d'abord c'est un continent. Tant que nous sommes divisés, tant que nous resterons divisés, l'Afrique restera divisée, l'Afrique n'ira jamais loin. Si le Mali à lui tout seul ne peut rien faire, le Sénégal à lui tout seul ne pourra rien faire, la Gambie, la Côte d'Ivoire, tout seul, un pays tout seul n'arrivera jamais. Il faut une union, d'abord africaine. Il faut une politique africaine. Si nous n'arrivons pas à unir nos idées, nos forces, nous n'arriverons pas. La vraie question qui se pose pour le Mali, c'est la question des élections. Les élections, c'est pour avoir une légalité et une légitimité. Mais qu'est-ce qui se passe au Mali? Ces élections, dans des pays qui ne sont pas libres, les élections dans des pays qui ne sont pas libres, vous élisez, c'est-à-dire vous allez vous déposer dans des urnes, après on proclame les résultats. Voilà, madame nous a expliqué comment les résultats ont été proclamés au Mali. Alors dites-moi, quelle est la vraie responsabilité de ces gens qui sont au pouvoir? C'est quoi? C'est que le problème de l'Afrique, le problème actuel, est à deux niveaux, tout le monde le sait. C'est au niveau de nos dirigeants, c'est au niveau de la France. Ça, c'est les deux problèmes. Au niveau de nos dirigeants, ce sont des dirigeants qui ont été mandatés. Ils n'ont pas été élus, ils ont été mandatés. Donc, quand ils sont mandatés, ils viennent pour jouer le rôle de la personne qui les a mis en place. Ça, c'est un. De l'autre côté, on est face à une France qui est dans le déni, qui est perdue, qui ne sait pas où aller, qui pense que, comme on dit dans notre adage, Morobe Sobi, mais tu sais qui c'est à vie. C'est-à-dire, on peut mettre à terre son rival. Ça veut dire qu'on a gagné le combat. Mais rester sur la poitrine de son adversaire à vie, ça c'est autre chose. Donc ça c'est le déni de la France. La France ne veut pas accepter
qu'à un moment donné, on doit pouvoir délivrer. C'est vrai que le débat est sensible, en même temps très houleux, parce qu'on est à l'aube d'un changement réel et d'éveil de conscience. Et là, en tant que franco-ivoirienne et descendante de la tribu Bantou, le peuple Bantou, tous autant que vous êtes là, les hommes qui êtes là, si vous voulez le pouvoir, les femmes vont vous donner le pouvoir et vont vous rendre votre dignité. Nous sommes prêtes à vous rendre votre dignité, mais à condition que vous acceptiez que les femmes vous aident. Aidez-nous à vous aider. Un panel de personnes, de personnalités que vous êtes, une femme à la tribune. Vous savez que les femmes ont le pouvoir. Et donc, je veux dire à nos compatriotes français que, allez dire aux gens du Quai d'Orsay que le peuple francophone n'a pas de problème avec la société civile française. On a un problème avec la gestion opaque de Jean-Yves Le Drian et de toute sa lignée depuis le début. 61 ans après les indépendances, rien n'a été fait. Tout reste à faire. Nous n'avons rien à perdre, nous, peuple francophone. Parce qu'on est déjà dans l'eau. On va faire comment? On n'a rien à perdre. Si quelqu'un vous dit qu'on a quelque chose à perdre, vous lui dites qu'il ment. C'est eux qui ont quelque chose à perdre. Surtout peuple francophone. Regardez-moi bien, Mireille Saki, ils me connaissent, les médias et même le Quai d'Orsay. On n'a rien à perdre. On a tout à gagner. Seulement si nous sommes unis. Si nous sommes unis, on a tout à gagner. La francophonie, on n'a pas besoin de nous l'inculquer. Elle nous a été inculquée de force. Ils sont venus avec ça. Ils ont maltraité nos parents. Ils ont mutilé nos parents. On était dans le ventre de nos parents et on entendait le français. Mais on a nos langues ancestrales, on a nos langues maternelles. Et donc, si aujourd'hui, par cette surdité diplomatique de la France, le peuple francophone s'oriente vers des Russes dont on ne comprend même pas la langue, ça pour dire que, comme on dit en Côte d'Ivoire, perdu est mieux là. On a préféré aller se perdre avec les Russes, qu'on ne comprend même pas leur langue, parce que la France n'entend pas ce qu'on lui dit depuis plus de 600 ans. Et après les indépendances, ils n'ont toujours pas compris qu'on a décidé de prendre notre destin en main. Même si nous ont mutilés, s'ils ont coupé les bras des Africains, on va continuer ce combat. Qu'ils veulent pas, la révolution culturelle, scientifique, intellectuelle, économique, elle aura bel et bien lieu. C'est la France qui a tout à gagner en venant avec nous et non dans l'autre sens. Nous, on est déjà dans le bateau. Je me permets de prendre la parole pour m'adresser aux Noirs qui ont double nationalité. Ils sont français, ils sont maliens, ils sont sénégalais, ils sont guinéens. Voilà. Et maintenant, de quel côté peuvent-ils s'aligner? La France, ils vivent en France, ils sont français comme français. Ils travaillent en France, ils étudient en France, leur famille se trouve en France. Et ils ont aussi la famille, ou leur famille d'origine au Mali. Et maintenant que les autorités maliennes ne veulent plus de Français, comment sont-ils considérés sur place? Eux, ils sont en France. Le Mali opte pour travailler avec la Russie. Alors, est-ce que le pont, oui, le pont est coupé? Parce qu'on voit des gens qui sont venus, qui sont entrés ici, juste pour chercher à travailler, avoir le droit de résider ici en France. Et maintenant, l'OFPRA ne veut plus de... Vous êtes malien? Ah non, allez demander ça, postuler, disons, l'asile en Russie et non en France. Non, je pense que si l'OFPRA fait des choses comme ça, ce serait incohérent. Ce serait complètement maladroit.
Vous savez, ce que les gens ont proposé même, c'est assez amusant, c'était d'empêcher que les Maliens envoient de l'argent à leur pays. Les migrants maliens résidant ici, certains candidats à la présidentielle ont dit, bon, par mesure de rétorsion, on va empêcher que les Maliens envoient de l'argent dans leur propre pays. Donc tout ça est un peu passionnel et un peu passionné. Ça ne correspond à aucune réalité. En réalité, moi-même j'ai participé à des débats à la télé. Et les gens disent qu'il y a un sentiment anti-français au Mali et en Afrique. C'est faux. Quand vous allez en Afrique, moi je reviens aujourd'hui seulement du Tchad. Et avant le Tchad, j'étais au Burkina, j'étais au Niger. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Il y a un rejet de la politique de la France en Afrique. C'est différent. Totalement différent. Personne ne vous demande si vous êtes un blanc dans une rue de Bamako, est-ce que vous êtes français pour vous agresser? Ce serait le sentiment anti-français. Personne ne dit, il y a Carrefour qui est installé en Côte d'Ivoire, Carrefour est installé, il y a des enseignes françaises. Personne n'appelle à les boycotter. Parce que les gens ne sont pas contre la France, ni contre le peuple français. Les gens sont contre une politique. Et les gens, je le dis, je l'explique dans le livre, je ne fais pas la publicité au livre. En 2013, quand Hollande est arrivé à Tombouctou, à Gao, il a été accueilli chaleureusement avec de you, avec ceci, cela. Si aujourd'hui, quelque chose se produit, ce n'est pas un rejet de la France en tant que tel. C'est un rejet d'une politique, d'une pratique, de quelques comportements, de quelques ceci, cela. Donc, à mon avis, ça ne met pas les gens dans un dilemme où il faut choisir l'un ou l'autre camp. On n'est pas dans cette configuration. Et les gens, souvent, ils instrumentalisent cela en disant, oui, mais il y a un sentiment anti-français qui est en train de monter en puissance. Non, il y a un rejet d'une politique pendant une période. Ceci ne doit pas créer cette situation où les gens seraient obligés de choisir entre la France et non. Et même si les gens choisissent seulement le camp de la vérité. Je considère que le développement de l'Afrique ne pourra plus se faire sans l'apport de sa diaspora intellectuelle. Ceci dit, maintenant qu'on tient compte de tout ce qui se passe aujourd'hui, le conflit russo-ukrainien, qui est une guerre par procuration, comme ça a été dit, il faut dire que maintenant les cartes vont être rebattues. Aujourd'hui, il a été dit, je confirme, aujourd'hui, les élections au Mali ne peuvent pas se faire sans que l'on revienne effectivement d'abord à la sécurité. Quelle est la position également aujourd'hui des personnes comme moi, mais je parle à mon nom, qui ont la double nationalité? La question est simple. Il n'est pas question de choisir entre la France et le Mali. Sachant que la France, aussi bien que le Mali, compte tenu des liens historiques existants entre la France et le Mali, ont chacun tout à perdre dans cette relation-là. C'est la politique française, effectivement, qui doit être repensée. Ça ne date pas de Macron, la France-Afrique. Ça remonte à très bien longtemps. Mais effectivement, la situation étant ce qu'elle est, il y a des préjugés. Il y a un esprit néocolonialiste qui est toujours présent, esclavagiste, qui fait qu'il est tout fait pour que l'on reste effectivement dans cette situation de sous-développement en prétextant qu'il y a des djihadistes. Mais le problème étant que le Mali, avec les autorités de transition, ayant finalement trouvé le courage de dire on ne restera plus avec une relation extrême, uniquement privilégiée d'accord de défense avec la France, on va effectivement voir ailleurs et démultiplier ce partenariat, le Mali, pays souverain, en ayant tout à fait le droit. Donc aujourd'hui, avec la Russie, qui a une approche différente et qui apporte des résultats, la France, effectivement le Mali comme d'autres pays, anciennes colonies françaises, qui ont toujours été constituées comme des vaches laitières de la France se sent en danger. Il y a un mot qui n'a pas été dit, ce sont les intérêts qui sont en jeu. Ce sont les intérêts qui sont en jeu. Et ce sont les intérêts qui gouvernent ce monde-là. De Gaulle l'a dit, pas d'amis, que des intérêts. Alors à ce moment-là, moi je pense qu'il faut que l'on sorte de cette relation gagnant-perdant. Voilà, on veut du gagnant-gagnant parce que si nous ne sortons pas de cette relation gagnant-perdant, je pense que cette relation gagnant-perdant va s'inverser au détriment de la France. Parce qu'aujourd'hui, c'est une formidable opportunité aujourd'hui pour l'Afrique qui pourrait être la locomotive et qui pourrait avoir un effet domino sur les autres pays qui pourraient se libérer, ce que la France redoute par ailleurs. Parce qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, même au sein de la CEDEAO, les chefs d'État africains sont extrêmement divisés sur la situation au Mali pour effectivement lever ou pas l'embargo. Il faut le dire, c'est la France aujourd'hui qui met la pression parce qu'elle a tout à perdre quand on voit la situation aujourd'hui par rapport à ce qui se passe au Mali. Je conclus. Aujourd'hui, Macron vient d'être réélu. Je pense que Macron doit rapidement repenser les relations avec l'Afrique, avant qu'il ne soit trop tard. Et en considérant maintenant qu'il ne sera plus
le partenaire privilégié maintenant. C'est terminé, cette époque maintenant, et le train est parti, c'est terminé. Il va falloir maintenant qu'ils acceptent de faire en sorte qu'ils effectivement travaillent aussi avec le Mali, mais au niveau de défense, sur le plan de défense, c'est terminé. La confiance est rompue. Je termine enfin. La position, ce n'est pas moi, et je pense la plupart des franco-africains, de dire « je préfère la France à mon pays d'origine ». Non, moi je suis un fervent soutien de la paix, de la justice et de la vérité entre les peuples. Je vous remercie. Je remercie la salle. Je remercie tous les Maliens, tous les Ivoiriens et tous les Français qui ont fait les déplacements. Et surtout les journalistes. Et ce que je demande aux journalistes, c'est d'être à côté du Mali, montrer la vérité aux autres journalistes qui n'ont pas pu faire le déplacement, parler à notre place parce que nous n'avons pas de voix. Vraiment, là où nous sommes épuisés. Nos parents sont épuisés avec l'embargo. Même accompagner, aidez-nous à nous accompagner jusqu'au Parlement. Nous allons parler, nous allons montrer la réalité et dire qu'on aime les Français, on aime les Maliens, nous sommes Françaises, nous sommes Maliennes et nous sommes ensemble. C'est les peuples, on ne veut pas se diviser. On veut juste un partenariat gagnant-gagnant et surtout dans les respects. Et surtout dans les respects. C'est ce qu'on demande. Merci à M. le Président des journalistes. Bravo à lui. Vraiment, il est à féliciter. Il est à féliciter. Merci à M. Fall. Merci beaucoup, M. Fall. Vous êtes très compétent. Merci. Je remercie les Ivoiro-Maliens qui sont là aujourd'hui et qui participent sur la commune de l'île Saint-Denis à de nombreuses activités autour du cacao. C'est avec beaucoup de fierté que je suis marraine de l'association Les Amis de San Pedro, qu'on accompagne au quotidien en milieu scolaire, là, sur la place de l'île Saint-Denis. Et je remercie Batama Doumbia d'être à notre côté, d'être présente sur des journées festives très importantes pour nous. Pour l'Afrique, la France, c'est très important de s'unir ensemble autour d'une action positive qui est la lutte contre le travail dissimulé des enfants. Parce que qui dit cacao dit travail dissimulé et autres. Vous pouvez vous présenter? Alors je me présente, Madjoula Aïdara Diaby, maire adjointe à la jeunesse, au sport, Jeux olympiques et paralympiques, et bien entendu à la coopération décentralisée, ce qui nous permet de travailler avec la Côte d'Ivoire notamment, en plus des autres pays. L'île Saint-Denis est une terre accueillante où c'est pour ça que sans doute il y a un réseau associatif qui s'est développé de manière exponentielle. Je crois qu'on est une petite commune, mais je crois qu'il y a plus de 90 associations pour 8000 habitants. Et donc voilà, je pense que ça prouve aussi que les gens ont envie de s'investir sur ce territoire qui nous accueille. Et aujourd'hui, on est à la première édition du festival Terre à Terre. Et donc il y a une partie des associations qui sont venues là. Et c'était aussi l'occasion de montrer que voilà, on fait des choses ensemble, en synergie. Et qu'ensemble, on peut être fort et on peut créer un tissage et un maillage social de bienveillance qui, je pense que tous les trois et beaucoup de personnes ici sont très importants. Je suis Pomme Célarier, cofondatrice de l'association Fenêtres sur l'île et initiatrice du Jardin Nieleni. Alors, le Jardin Nieleni est une initiative citoyenne. On a répondu à un appel à candidature que Alage avait proposé. Alage, c'est l'association qui gère tout ce lieu qui s'appelle l'îlot. Fenêtres sur l'île a donc déposé un projet de jardin participatif partagé éco-citoyen pour les habitants du territoire, avec une dimension de culture de plantes aromatiques et médicinales. L'idée de ce jardin, c'est de proposer un lieu de rencontre, de rendez-vous entre les générations, intergénérationnelles, mais aussi interculturelles, puisqu'on a la chance sur cette île de regrouper plus de 85 cultures différentes.
monsieur le maire, si vous voulez nous rejoindre. Bonjour mesdames. Bonjour. Donc j'étais en train d'expliquer le jardin et donc on a baptisé le jardin Nyeleni puisque Yuma, qui est présente dans l'association des femmes de Lille, est venue un jour au jardin avec des graines de moringa et on était en train de planter les graines de moringa et je disais et de bissap. Et je disais à Yuma, faisons un petit chant, une petite incantation pour aider nos graines à pousser. Chante-nous un chant bambara. J'ai la chance d'être partie plusieurs fois au Mali et de connaître un peu le bambara, donc j'étais très contente qu'elle puisse nous chanter une chanson. Et Yuma commence à chanter une chanson en utilisant Nyeleni, 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 Nyeleni. Et je dis, mais Yuma, qu'est-ce que ça veut dire Nyeleni ? Alors elle me dit quoi, tu ne connais pas les femmes Nyeleni? Et donc elle m'explique qu'en fait les femmes Nyeleni sont une figure mythique de la région de Ségou, qui représente en fait la combativité des femmes, notamment dans la culture des plantes et des céréales. Et je lui dis, mais tu sais Yuma, je cherche un nom pour ce jardin depuis longtemps et Nyeleni ça me parle beaucoup. Et j'ai ensuite appris que c'était aussi un symbole qui avait été repris par une organisation mondiale qui défend l'autonomie alimentaire des peuples autochtones. Et donc voilà, le jardin Nyeleni a été baptisé il y a 1 an sur le site de l'îlot. Je dirais que c'est les 10 derniers jours à l'île Saint-Denis sont à l'image de l'île Saint-Denis. Donc effectivement, il y a eu l'ouverture du marché international du cacao et de l'artisanat. Il y a eu 2 inaugurations aussi de commerce, un commerce de vrac bio et un commerce de retoucherie également. On a eu plusieurs événements. On a eu, vous le savez, on est une île, une journée autour de faire le tour de l'île avec tout ce qui est flottant. On a eu hier également une vente de plants et de fleurs à prix coûtant avec des événements festifs. Et aujourd'hui, on est ici à l'îlot sur un programme de 2 jours autour de la terre et des terriens. CADERCEF a été créé à l'île Saint-Denis avec un groupe d'associations de ressortissants de Ségou. Donc on travaille dans ce contexte. On a su regrouper beaucoup d'associations de la région de Ségou pour le développement de notre région et mettre en valeur notre culture, notre savoir-faire et valoriser nos artisans. Je suis très heureux d'être à l'îlot parce que je pense que souvent, pour arriver à un travail bien fait, il faut de l'effort. Vous savez, nous en Afrique, on a des terres fertiles, mais on n'arrive pas à les exploiter parce que ça nous donne la paresse. Les Blancs qui n'ont pas de terres fertiles, regarde ce qu'ils font à l'îlot. C'est-à-dire que transformer une terre non fertile en une terre fertile, c'est un exploit. Et cette expérience va nous donner de la force, nous, quand on va retourner en Afrique. Pour dire que la facilité n'est pas bonne. On a tout, mais il faut savoir utiliser ce tout-là dans un travail bien élaboré. Et ça, c'est important. La visite du jardin Lilo, dont il y a un jardin qui s'appelle Nyeleni de Ségou. J'ai vraiment apprécié l'initiative. Regarde, initiative citoyenne. Et c'est quelque chose d'intéressant pour ma région, surtout pour Ségou, qui est située aussi, qui est traversée par le fleuve Niger. Là, c'est une petite île, l'île Saint-Denis. Et on est juste à côté de l'eau. Et Ségou est traversé, c'est une chance pour Ségou. Et à Ségou aussi, il y a un grand jardin. Et plus grand qu'ici, on peut faire la même chose, prendre des initiatives, l'insertion de la jeunesse et faire travailler nos jeunes, donner du boulot. Et vraiment, c'est quelque chose d'intéressant pour la région. Parce que Ségou, avant, il y avait une grande ferme à Soninkoura. Là, à Soninkoura encore, on peut utiliser ça. Là, ils ont commencé il y a 3 ans. Il n'y avait rien ici. Ils ont commencé par transformer des couches en engrais. Et cet engrais, ils le vendent et en même temps, ils utilisent. Parce que ici, c'est que du bio. Ils font que du bio ici. Donc, on peut faire la même chose dans ma région.
Et c'est ce que j'ai vraiment aimé et ce que je compte faire avec ma région. Inch'Allah aussi, nos autorités s'impliquent. Mesdames, Messieurs les maires, Messieurs les responsables et représentants de la région de Ségou, Mesdames les participants, artisans, organisateurs, opérateurs économiques, visiteurs, chers Ivoiriens, je vous remercie. Je vous remercie pour votre présence, pour la forte délégation que vous avez fait venir. Un grand merci et merci au peuple malien avec l'embargo, toutes les difficultés qu'elles ont eues pour avoir le visa. Franchement, je leur dis merci. Merci pour leur présence. Et merci Youma, la conseillère et représentante du maire. Franchement, je te remercie. Si on est à Île Saint-Denis depuis 2015, c'est grâce à vous. Grâce à vous, grâce à toi. Un grand merci à toi, Youma. Merci, je suis fière de toi. Malado Kamara Sorie tete mugu konotoni kada banani ni dunu mulu keme ni dunu banani ani sola segi woro na jama beki numambolo file madamu pele nara nyamata nae ye nakando gakusimaga naninye simine warabileni ngotigi mana kele gakusimaga inyale bejiri jana de inyale bejiri jana karamogo de nono wali atade nyi soni jugu sonade na bena jigi lu barikada nene saturu de bali manyane abada abada ye isorale bene bala kungara tungati dame do marabide nyumani no Madame Abdini Pele la sheri manyani simigasi la de no wali sirigali wali Somadini tigi bekanu hulu barikada sidonjara ni balazando kawolo nyanye sidonjara ni balazando kabanga nyogonye segu kabalema ya konu nge segu de angwani jara kabante berabode bejiki barikada ye sidonjara ni balazando ye nakando Somadini tigi nakanga koro morisewe nyede isimaga Karaya luma horomusoni kwalile luyo daseba tokoro luyo iye joni bijo gakusima jo yorola nimake waritigiye karamogode nono wali kadi sira debe kumaniye kabo sido jarani balansando inimba jerade noye daka maraye noye bebeka marafana ye ata silade sobe nyaira madamu kumare alamani simayara kajiki barikada nana saturu wolola madamu pele de la nikera barikaye bakoroba haware nono walitiyewa amara mamare madisiga mamare le koyembolo jodo mode imana fama sankuma fanyogon sanguwere madamu Abdili Pele gaku alamani simayara seku jama be dalembila seku jama be fanabiko Bamako jama be dalembila Bamako kalubiko gaku simaka esona sebe de ma chayate musoyate cheya fana chiye iki chesiri ika barake iyere kuna wolo ka seku jama be kuna wolo seku kalube jigi barikada
Koreanu be jiki barikada Malienu be fierté lembiye gaku simaka karayaluma horo musoni kolilelu yo deseba tokoro yo Madame Pele Johnny Bijo Madame Pele Jo yorola ni make karatoye Iekau walai kau yasireni ala sende bobo sali ke bobo tirera keduna kau gari kapedo kutudunya burenisa angana sirolenki inati anke ni dunyare me angana bonalenki inati anke ntasero mula kisi dun ta dunaya wallahi tanga dun ta dunaya keduna sende bobo sali ke bobo tirera keduna tinado kawiyai Maraka kemi wele kone bi maraka ke konyumandone dami makorolendo kurake kutengana mama ni foko jugudo mbeka wele ka ugari wele kadinda hame gari de na kama ni dua jabi Bakari gari de na kama ni dua jabi Mamadu gari de kauye kobake kauye nene sode na kama ni dua jabi Sherifu Haidara de kauye kobake kauye Alima Fofana de na kama ni dua jabi Musota batache kauye kamalenye Fatimina gari te na kama ni dua jabi Kadari de sirani be barikada ye nyekateti bodondola alani woloba nyuma sababu ya katadi ka ugarima ayenso mili ero da kurunya kele o jatigi tebede ka ubeto biko ye ka u walai ka u yasireni ala sende bobo salike bobo tirera kedun Angana sirolenki inati anke ni dunyare me angana bonolenki inati anke ntasoro mula kisi dunta dunaya wallahi tanga dunta dunaya keduna sende bobo salike bobo tirera keduna garika se barika milero la kadifaye dami makorolendo kurake kunte Fasa, gari fasado. Agala. Go gari. Fasa gari fasado go imana basafa gigi hakili to nojila nyabiela makoi fasa gari fasado aha leidu kele masade nuba na bamana karigari de na kama ni duga jabi ninye bakari de na kama ni duga jabi korote masigi bamana na keba nyumandi yede Mamadou gari de ni leidu kele masade nuba na bamana de nene so pulo de Kangele masakele jwa yara fokelengele Serifu Aidara de ninye Alima Fofana de Leidu masalu bana de ala Fatimina gariche ala misona Amichigia de barikada yede Aha Leidu masakele bana molo Ninyora fora dajara ye Sekoroni sebugu chale jamana bana barala segude Kaninyoro fo
mamari de ma fa dozo e segu ale de be mani fi faningi shilatunu ni kamangu flabi ke balema e ma kodome ko bedante bamana de fasa tamba fasa do go imana ba safa ngiki hakili to no shila nyabi yala ma ko ninye uni grupu nyumanana ni somadini maye mali kuran kote sabati ni somadini maye mali kuran kote nyenembo jamabe kinu mambolo file mali siga mumare ini sebebe nyogona de awa leki serenge da sange nguretu kana besu konabre kawele gari kase amere me kori hondanga bakari gari reme kori hondanga mamadu reme bada sonike andogole nene sojala nyani kei koi sherifu aidara reme dadebe masalu kenyede alima fofana reme fatumina gari kina awaga fure kina mejula wele iye ka ugari suta kwa nunga